Alors, les apnées de sommeil sont des états où le patient, pendant son sommeil, a des moments où l'air n'entre pas dans ses voies aériennes supérieures. Et il faut savoir que chez l'enfant, le ronflement est nécessairement pathologique. Un enfant ne doit pas ronfler. Voilà. S'il ronfle, il faut l'amener soigner, il est nécessairement malade. Par contre, chez l'adulte, le ronflement n'est pas nécessairement pathologique. Certains adultes ronflent et font des apnées de sommeil ou les hypopnées de sommeil. D'autres ronflent, mais ne font pas les apnées de sommeil. Alors, il y a des éléments dans le ronflement qui laissent penser que ce ronflement pourrait être pathologique. C'est d'abord la fréquence du ronflement. À partir du moment où on ronfle déjà 3 à 4 nuits par semaine, ce ronflement-là est probablement pathologique. Si le ronflement est intense, c'est-à-dire s'il ronfle plus fort qu'il ne parle, il est probablement pathologique. Si le ronflement est gênant pour le conjoint ou le partenaire de vie, il est probablement pathologique. Si la personne fait des étouffements, des suffocations pendant la nuit, son ronflement est probablement pathologique. Et s'il fait des pauses respiratoires, son ronflement est probablement pathologique. Et si ce ronflement dépend de la position sur le lit. Il y a des gens qui ronflent beaucoup quand ils sont sur le dos, ils ronflent moins quand ils sont sur le côté. Ce signe, ce changement d'intensité du ronflement en fonction de la position est également un signe évocateur d'un ronflement probablement pathologique. Alors donc, il faudra voir pour quelqu'un qui ronfle beaucoup, qui ronfle fort, de savoir si cette personne a un ronflement qui s'accompagne des apnées ou des hypopnées du sommeil. Et ça, il n'y a pas une autre façon de le savoir que de le prendre au laboratoire pour une nuit, de lui faire un enregistrement vidéo polysomnographique et c'est l'appareil qui va compter ses ronflements, compter ses apnées et ses hypopnées et nous donner toutes les informations dont nous avons besoin pour savoir s'il y a syndrome d'apnée obstructive du sommeil, quelle est la gravité de ce syndrome et quelles sont les comorbidités. Oui, la personne qui ronfle la nuit a tendance à ronfler même le jour. Dès lors qu'elle s'endort, elle ronfle. Maintenant, dans votre question, il y a en toile de fond, je vois le problème de la personne qui a tendance à somnoler tout le temps au bureau. Hein, là, on parle de somnolence diurne excessive. La personne qui dort bien la nuit et le jour, elle a tendance à somnoler dans les transports, dans les lieux de service, etc. Cet état de choses peut évoquer un sommeil insuffisant, une insomnie ou alors des difficultés respiratoires pendant le sommeil. Les gens qui font des apnées de sommeil ont tendance à développer une somnolence diurne excessive, c'est-à-dire à somnoler dans les transports, dans les bureaux, aux heures de travail, un peu avoir un sommeil un peu en contretemps, n'est-ce pas, mal placé dans le nictémaire. Voilà, déjà la psychose du coronavirus même peut être cause de stress, d'un stress aigu et donc d'insomnie. Alors si on ajoute à ça la consommation des excitants comme le café, le thé, la cola, le chocolat et les médicaments qui repriment le sommeil comme les médicaments à base de vitamine C, n'est-ce pas? Et même certains hypertenseurs d'action centrale comme la méthyldopa et tout cela, ces médicaments-là repriment le sommeil. Et donc, il faut éviter de prendre les thés, les cafés à tort et à travers. Et je parle surtout à ceux qui ont des difficultés d'endormissement, à des insomniaques, ceux qui ont le sommeil litigieux et difficile. Il faut éviter le thé, il faut éviter le café, même le matin. Même le matin. Il faut éviter de prendre la vitamine C quand on se sent un peu fatigué. Il faut éviter la cola, le bita-cola. Tout ça, ce sont des excitants qui peuvent éloigner le sommeil. Alors, la première chose, c'est de ne pas considérer le ronflement comme une chose banale. Ok? Le ronflement est considéré parfois comme une chose banale, d'abord parce que le ronfleur, lui, ne le sent pas.
Hein, il ronfle, mais c'est les autres qui entendent. Si le ronfleur lui-même entendait son ronflement, il s'en préoccuperait beaucoup plus qu'il ne le fait en temps normal. Il ne l'entend pas. Très souvent, c'est le conjoint qui entend ce ronflement et qui en souffre. Voilà, première chose, il ne faut pas le prendre à la légère. Nous avons donné ici les critères de gravité, ce qui montre qu'un ronflement peut suggérer une apnée de sommeil. Et ça, c'est la première chose. Autre chose, quand on ronfle, il faut éviter d'aggraver les choses par l'alcool. Il faut éviter d'aggraver les choses par le tabagisme. Et si on est en surpoids, il faut commencer déjà par perdre du poids, n'est-ce pas? Parce que très souvent, les gens qui ronflent sont aussi des gens qui sont en surcharge pondérale et donc ils ont des infiltrations de graisse dans le cou et ces infiltrations de graisse modifient l'anatomie des voies aériennes supérieures et exposent le sujet à des ronflements et à des ronflements difficiles à corriger. Donc les premières mesures peuvent être de faire du sport, d'éviter le tabagisme, de buter l'alcoolisme et de s'efforcer déjà de perdre du poids. Mais au-delà de cela, il faudra venir au centre des pathologies du sommeil pour que l'on puisse faire un bilan exhaustif de ce ronflement et que l'on sache exactement s'il est un ronflement pathologique ou pas et quel est son niveau de gravité, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour le corriger.